Marie-Pierre. Le Breton Frédéric. Ricard Roger Martine. Safford Pierre. Cormier Marie-Christine. Auxerre François. Présent. Larmand Véronique, qui va arriver en retard. François Patrick. Venu Stanislas. Damani Samira. Salomon Pierre. Absent. Ah non, oui, il y a une procuration. Procuration. Ouais. Fort Aliran Estelle. Viré Fabien. Roche Patricia. Audiger Gérard. Présent. Bermeja Hélène. Bureau Laurent. Sirvan Egan. Ranchon Denis. Davis Christian. Bouvier Mireille Procuration à Christelle Pesota. Alain Dominique. Stella Julie. Murcia Antoine. Pesota Christelle. Porquet Céline. Donc la séance est ouverte et on a désigné la secrétaire de séance qui sera, je te nomme donc Estelle Aliran-Fort. Donc nous allons commencer par la désignation, le premier point à l'ordre du jour, qui est la désignation des représentants de la commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, à savoir la COES. Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de procéder à la désignation d'un ou d'une déléguée titulaire et d'un ou d'un délégué suppléant pour représenter la commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, à savoir la COES. En effet, le conseil communautaire a fixé la composition de la commission locale d'évaluation des charges transférées par délibération en date du 16 juillet 2020. Chaque commune sera représentée par un titulaire et un suppléant membre du conseil municipal. Les candidatures suivantes proposées à l'approbation du conseil municipal sont membre titulaire M. Frédéric Le Breton, membre suppléant Mme Martine Mattei. Avez-vous des questions? Sinon, je vous sollicite pour savoir si vous êtes d'accord pour procéder à cette désignation à main levée. Oui, madame. On met juste donc sur la désignation des représentants, tout à fait logique et normal que vous soyez vous, M. Breton, pour la deuxième et la deuxième délibération et M. Patrick François pour la troisième, c'est tout à fait normal et logique. Cependant, c'est des commissions importantes, notamment le transfert des charges et sur tout ce qui est la de sécurité sur le nucléaire. Donc, j'aurais aimé savoir si il était possible qu'on ait, si vous voulez, lors d'un conseil municipal, une fois par trimestre, peut-être un petit point sur ce qui se passe lors de ces commissions. Voilà, c'est aussi important qui concerne les parois, je pense. Alors, il est prévu de faire un point sur toutes les commissions que nous aurons, y compris avec la Draga, puisque souvent, c'est une obligation d'ailleurs, et nous aurons des conseils municipaux spéciaux Draga, où la présidente de la Draga se déplacera et viendra siéger au sein du conseil municipal pour que toutes les informations soient les plus transparentes possibles. Merci. Donc si vous êtes d'accord pour procéder à ce vote, donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Je vous en remercie. Deuxième point à l'ordre du jour. Donc, qui est la désignation des représentants de la commune au sein de la commission locale d'information, le CLI, du plan particulier d'intervention. Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de procéder à la désignation d'un ou d'une déléguée titulaire et d'un ou d'une déléguée suppléante pour représenter la commune au sein de la commission locale d'information, CLI, du plan particulier d'intervention. En effet, conformément à l'arrêté interpréfectoral 07-2018 09-26-002 du 26 septembre 2018 portant l'approbation du périmètre du plan particulier d'intervention autour du centre nucléaire de production d'électricité de Cruas-Reis, la commune de Villiers, et membre de droit de la CLI au titre du collège des élus. La CLI est une instance indépendante et pluraliste. Elle constitue un lieu unique d'échange où s'expriment librement les représentants de la société civile sur le fonctionnement de l'activité du site nucléaire du territoire. Une CLI fonctionne soit en régie du conseil départemental, dont elle dépend, soit sous statut associatif, loi de 1901.
La zone de compétence de la CLI est à minima celle définie par le PPI, qui est un dispositif défini par l'État pour préparer et organiser au mieux la réponse des pouvoirs publics afin de protéger les personnes, les biens et l'environnement face aux risques liés à l'existence d'une installation nucléaire. La zone concernée par le PPI est passée de 10 à 20 km. En élargissant sa zone de compétence, chaque CLI contribue à renforcer le maillage territorial auquel elle est attachée, élargir le périmètre d'information du grand public sur les questions du nucléaire, favoriser la connaissance des enjeux de sûreté nucléaire auprès du plus grand nombre. À ce titre, il appartient de désigner au sein du conseil municipal un délégué titulaire et un délégué suppléant qui seront invités à représenter la commune lors des séances plénières de cette instance. Le nombre de réunions est de 2 à 3 fois par an en fonction de l'actualité et le lieu des séances alterne entre l'Ardèche et la Drôme. Avec les communes, les délégués identifiés recevront par mail les informations essentielles concernant les prérogatives de la CLI sur le fonctionnement de ce site industriel. Les candidatures suivantes proposées à l'approbation du conseil municipal sont membre titulaire Martine Mattei, membre suppléant Patrick François. Avez-vous des questions? Sinon, je vous sollicite pour savoir si vous êtes d'accord pour procéder à cette désignation à main levée. Monsieur Murcia, oui. Oui, une petite remarque. Il aurait été peut-être plus judicieux de mettre M. Patrick François titulaire, vu que son ancien métier était responsable de travaux nucléaires. Donc je ne vois pas. J'aurais mieux vu la situation. Alors, monsieur, si ça marche, oui, il faut que vous essayiez. Oui, il est terminé. Bon, vous avez suivi, ça ne veut plus. Voilà. Il n'y a pas de souci, parce que de toute façon, dans ce genre de commission, c'est pas parce qu'on est titulaire ou suppléant qu'on y va pas ensemble. Donc, on est autorisé à aller l'un ou l'autre. Donc, comme on travaille en équipe, il n'y a pas de souci. M. Patrick François aura le même niveau d'information que moi. Et en principe, c'est plutôt les maires qui siègent, puisqu'ils ont le pouvoir de police aussi, et qui siègent à ce genre d'instance. Donc, il n'y a pas, que ce soit titulaire ou suppléant, il n'y a pas de l'état pour nous. Merci à toi d'avoir essayé. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au troisième point, désignation d'un membre du conseil municipal appelé à représenter la commune au sein du syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement, le SDEA. Suite au renouvellement du conseil municipal et conformément à l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales, il convient de procéder à la désignation d'un ou d'une délégué pour représenter la commune au sein du syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement, le SDEA. Ce syndicat, créé par arrêté ministériel du 17 juin 1963, regroupe d'une part le département de l'Ardèche et d'autre part des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats de communes et des communes, l'ensemble de ses adhérents atteignant le nombre de 298 à ce jour. Cette composition tripartite, département, PCI, syndicat, commune, se retrouve dans ses organes délibérants, en l'occurrence le comité syndical et le bureau syndical. Le premier, qui se réunit 3 à 4 fois par an, notamment pour voter les budgets, est actuellement composé de 28 membres, dont 14 conseillers départementaux, 7 représentants des EPCI syndicats et 7 représentants des communes. Le second, qui siège en général une fois par mois, est constitué de 16 membres désignés par le comité syndical en son sein, dont 8 parmi les représentants du conseil départemental, 4 parmi les représentants des EPCI syndicats et 4 parmi ceux des communes. Les équipes du SDEA accompagnent les collectivités de l'Ardèche durant toutes les étapes de la réalisation de projets d'équipement, assistance à maître d'ouvrage. Le SDEA intervient dans de nombreux domaines tels que la construction d'équipements publics, le tourisme, les aménagements d'espaces publics, l'environnement, l'économie, etc. Il est ainsi demandé à l'Assemblée de désigner un membre du conseil municipal représentant la commune au sein de ce syndicat. La candidature suivante proposée à l'approbation du conseil municipal est Patrick François. Ça va faire plaisir à M. Murcia.
Merci. Donc, si vous avez des questions, sinon je vous sollicite pour savoir si vous êtes d'accord pour procéder à cette désignation à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, nous allons passer au point finance et au quatrième point, et je laisse la parole à M. Frédéric Le Breton. La commune de Bouillet entreprend une procédure d'appel d'offres en vue de renouveler le marché relatif à la confection de livraison pour part de liaison froide qui arrive à son terme au 31 décembre 2020. Pour rappel, par décision du maire numéro 2020-006 du 19 mai 2020, un avenant de prolongation avait été signé jusqu'au 31 décembre 2020 en raison de la crise sanitaire qui n'est pas permis à ce moment-là de lancer le marché. Il est toujours permis d'associer cette opération de CCS, qui en sa qualité d'établissement public autonome, ainsi que l'ANPEV, personne morale en droit privé, qui ont un besoin similaire pour le repas servi lors des accueils de loisirs et le CCS pour le partage des repas à domicile. Ainsi, il est opportun de former un groupement de commandes, l'ensemble des membres ayant par ailleurs comme objectif commun d'intégrer les enjeux de santé publique et de préservation de l'environnement, conformément à la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Le Code de la commande publique du 1er avril 2019 dispose notamment en ses articles L 2113-6 à L 2113-8 que les groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés. La convention constitutive du groupement signée par ses membres définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener toute ou partie de la procédure de passation ou d'exécution du marché au nom et pour le compte des autres membres. Les acheteurs membres du groupement de commandes sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d'exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention constitutive. Il convient donc que la commune de Bouillet, le CCRS de Bouillet et l'ANPEV constituent un groupement de commandes pour mener la procédure d'appel d'offres relative à la conception et livraison de repas en liaison froide pour leur public respectif. La commune est désignée comme coordonnateur de l'opération et chaque membre du groupement s'engage à signer avec le ou les co-contractants retenus un marché à hauteur de ses besoins propres. La commune sera chargée de signer et de notifier le marché chaque membre du groupement en ce qui concerne s'assurant de sa bonne exécution. La commission d'appel d'offres sera celle du coordinateur. Au terme des consultations menées de l'attribution des marchés afférents par la commission d'appel d'offres, il sera demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer les contrats à venir. Alors, je vous informe que M. la vice-présidente, au nom des élus de la liste Didier au cœur, présente un amendement concernant cette convention. Oui, excusez-moi. Oui. Oui, c'est sur le rapport que je veux intervenir. D'accord. Donc après, vous passez la parole à M. la vice-présidente. Alors, je suis désolée, monsieur le Breton, je vais prendre le doigt. C'est pas grave. Alors, donc sur la forme, bien sûr, il s'agit d'un groupement de commande, donc la constitution d'un groupement de commande par des économies d'échelle et des économies. Donc je le dis avec des guillemets, car c'est pas toujours le cas. C'est plus sur le fond que je souhaite intervenir sur cette délibération, car vous indiquez que l'ensemble des membres de ce groupement de commande ont comme objectif commun d'intégrer les enjeux de santé publique et de préservation de l'environnement. Nous sommes tous d'accord sur ces enjeux, mais ceci reste très générique. Il me paraît essentiel de prioriser nos achats envers nos agriculteurs et artisans dans ce marché public. Nous travaillons pour la confection des repas avec une entreprise qui utilise des produits locaux, mais cela reste vaste et il n'y a pas plus écologique que d'acheter au plus près de lieux de consommation. Et nos acteurs économiques dans le domaine ont besoin d'être soutenus. Il est primordial de penser à notre économie locale, car si nous, élus et représentants de Didier et du canton de Pont-Saint-Andéol, nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Vous pouvez organiser, Madame le maire, je suis sûre que vous le savez, ce marché public en mettant en place des investissements afin de fractionner ce marché public en plusieurs parties pour que des produits puissent être achetés sur notre commune et ou pour le canton de Pont-Saint-Andéol dont nous dépendons. Donc, je souhaite une étude
dans le marché public présent et à venir. Donc en fait, cette analyse que je demande, c'est ce qui n'a jamais été fait, entre parenthèses, c'est afin de connaître précisément les forces vives de notre territoire et pouvoir les inclure dans les marchés publics présents et à venir. Merci. Alors, Madame Porquier, vous rejoignez un peu ce que nous avons écrit dans notre programme, c'est-à-dire que nous, effectivement, pour l'instant, on n'en est pas au marché, hein, ni à la rédaction du marché. Là, on est, puisque nous devons relancer le marché, par rapport aux clauses du marché, et effectivement, soit mettre du bio, soit mettre des produits locaux, des producteurs locaux, etc., c'est ce que l'on souhaite profondément. Donc, ça fera partie aussi des articles du marché. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, en fait, oui, voilà, donc, le marché public va nous être revenu en conseil municipal pour le valider. Et je vais l'étude doit être faite avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que mon intervention est basée sur ça. Parce que je comprends comment, vous êtes d'accord? Mais l'étude a déjà commencé au sein de notre équipe. C'est dommage que ça ne ressort pas de votre rapport, madame. Oui, mais ça sera, vous verrez, quand nous validerons le marché, vous verrez l'étude et le diagnostic que nous avons. Ça ressort pas. Mais vous rejoignez exactement notre ligne de conduite. Donc, monsieur Lavis, vous avez la parole. Oui, alors ça va un petit peu dans le même sens. Actuellement, si vous voulez, ce marché fédère donc la commune, le CCAS et le PEP. Donc, l'approbation. Et au vu de notre expérience, pour ça que nous proposons cet amendement, au vu de notre expérience, nous pensons qu'il ne faut pas associer le CCAS à cette formule. Pourquoi? Pour rejoindre peut-être un petit peu, pour faire une nouvelle expérience, si vous voulez. D'abord, parce que le montant 15 000 euros, donc représenté par le marché du CCAS, permet une souplesse maximum par l'ordonnateur, c'est-à-dire la maire. Et cela permettrait de faire une expérience, parce que le fait de ne pas associer donc le CCAS à cette formule de commande groupée permettrait à des acteurs locaux, qu'il s'agisse des institutionnels ou des restaurateurs, de pouvoir se positionner pour faire une offre, si vous voulez. Et nous pensons que cette expérience serait utile pour éclairer l'Assemblée pour les futurs arbitrages. C'est le sens de notre amendement. Alors, je vais vous répondre, monsieur Lavis, que je suis tout à fait d'accord avec vous et que cet amendement est effectivement très pertinent, que nous avons déjà travaillé dessus. Là, on a passé le marché, on avait travaillé dessus, mais Madame Polquier, qui a fait aussi un diagnostic pour savoir si on incluait le CCS ou pas dans ce marché, ou si on nous laissait toute latitude d'effectivement faire travailler quelqu'un du local sans que ce soit une grosse chaîne comme tous les repas qui sont servis à l'école. Et on n'a pas eu, on attendait des réponses, on n'a pas eu encore la réponse et elle va vous expliquer le pourquoi. Alors, soit on reporte parce que je sais qu'on doit se positionner, c'est ça, M. Boucher, on a une date butoir. Mais comme on a un prochain conseil municipal qui va être proche par rapport à cette date, je pense qu'on va pouvoir reporter et à ce moment-là, Madame Volpi va vous expliquer les démarches qu'on avait fait en amont et bien entendu, on allait dans ce sens-là, mais on est un petit peu bloqué parce qu'on n'a pas eu toutes les réponses financières à ce dossier. Si je peux juste répondre à l'amendement de M. Lavis, je suis très surprise, Christian, que tu mettes en avant comme ça l'agriculteur et nos entreprises. Pendant 6 ans, j'ai plaidé cette cause-là au sein du Conseil et parfois j'ai eu que des moi je peux pas ou non, c'est pas moi. Donc je suis un petit peu surprise, agréablement surprise, mais surprise un petit peu, parce que je me dis que pendant 6 ans, tu aurais pu faire des choses et tu l'as pas fait. Donc, Mme Volpi, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, cet amendement, effectivement, peut apparaître pertinent au regard économique global du marché. Effectivement, il n'y a que
notamment les repas comportent des régimes, des mixés, etc., ce qui est toujours difficile à obtenir. Alors, nous sommes en relation avec d'autres prestataires. On a discuté notamment avec la maison de retraite des Opalines, pour faire un secret, qui propose différents types de repas complètement adaptés aux attentes des personnes âgées. Néanmoins, nous voulons d'abord nous assurer que le coût du repas ne soit pas plus onéreux pour les personnes âgées, sachant qu'actuellement, le prix du repas à pied est de l'ordre de 6,57 € et que le prix du repas pour les Opalines ou un autre prestataire risque d'être plus élevé. Donc nous sommes en train de faire des analyses avec le conseil départemental, avec les services fiscaux notamment, et la réflexion donc est en cours. Et je souhaite qu'on ne se précipite pas trop parce que je ne voudrais pas défavoriser les personnes âgées de notre territoire. Donc je pense que ce n'est pas non plus votre objectif. Donc je préfère qu'on prenne un petit peu de temps pour continuer cette analyse qui devrait aboutir assez rapidement. Voilà. Donc si tout le monde est d'accord, oui. Monsieur Alain. Oui, pour rassembler un petit peu sur ce qui est présenté par les services et par rapport à la réponse effectuée, je pense que si on dissocie le CCAS du marché, c'est-à-dire que si on le laisse autonome pour consulter lui-même, premièrement, rien n'empêchera à qui éventuellement d'être sollicité et de répondre. C'est pas parce qu'elle répondra en même temps ou pas, c'est pas du tout par rapport à la web, on est vraiment sur la même type de fourniture de repas pour les enfants. Là, on n'est pas du tout sur la même prestation, puisqu'on est sur la fabrication et la livraison de repas à domicile. Donc, rien ne les empêche de répondre, comme pourraient répondre d'autres. Moi, pour ma part, j'imagine mal que la qui répondrait plus cher parce qu'il serait consulté sur devis que consulté dans le cadre d'un marché avec la cantine. Et si vraiment on attend ça, ça veut dire qu'on est obligé de faire le marché d'abord, et donc si on fait le marché, ça veut dire qu'on ne peut plus consulter, savoir quel serait son prix hors marché. Et dernièrement, on est, pour le CCS, ça peut permettre d'être engagé moins longtemps aussi et de pouvoir changer plus régulièrement s'il y a des soucis, des difficultés rencontrées, d'être un peu moins privilégié dans le marché. Alors, on n'est pas sur le fait de passer uniquement ce marché et de passer l'autre à côté. Nous, on attend uniquement le coût, le restant à payer par rapport aux seniors. Donc, je pense que là, on attend une question de prise en charge et une question financière, que ce soit sur API ou avec un autre prestataire privé. Mais c'est pour ça que, étant donné qu'on devrait avoir les réponses d'ici la semaine prochaine, si vous êtes tous d'accord, si on peut reporter et on le fasse avec. Et là, on aura du concret financier. Et là, on pourra ressortir une analyse en disant voilà, si on passe de 15, ça va revenir tant, et à la charge du senior, de l'usager, on aura cette tranche-là. Et voilà, il nous manquait juste ce laps de temps où on a sollicité certains services qui ne nous ont pas répondu. Donc, moi, je suis plutôt pour le fait de reporter cette délibération, parce qu'en effet, il faut que ça ressorte, ça ressorte, sinon je ne peux pas le noter comme ça. Et j'aimerais bien aussi qu'il soit indiqué que quand on est en train de faire une analyse, pour faire ressortir justement nos forces vives, etc. C'est important. Donc ça, je pourrais pas le dénoncer. Comme ça, on vous fera le comparatif à la prochaine séance, on vous fera le comparatif financier et autres de ce que nous avons travaillé. Juste un mot, madame la présidente, pour dire que lorsqu'il s'agissait de préparer le marché qui arrive à terme, nous avions aussi pris des dispositions pour rencontrer les opérateurs locaux. Et on voulait aller bien au-delà dans notre proposition. On voulait même que nos écoles mangent, fabriquer et vivent à boire. Et nous avions pour cela sollicité la maison diocésaine qui n'avait pas pu donner suite. Mais sinon, si vous voulez, ce n'est pas la première fois qu'on a cette démarche qui n'a pas réussi. Donc, lorsqu'elle n'a pas réussi, on en parle et on agit en conséquence. Mais j'approuve cette démarche qui consiste à explorer toutes les voies possibles
de façon à rapprocher donc l'économie bavaroise donc nos initiatives et la capacité de prendre des mesures. Ok, donc ça sera reporté au prochain conseil. Donc, formation des élus, je passe la parole à M. Frédéric Le Breton. Vu le code général des collectivités territoriales, l'article, excusez-moi, L21-23-2 du code général des collectivités territoriales dispose que les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leur fonction. L'organe délibérant doit, dans les 3 mois suivant son renouvellement, délibérer sur le droit de la formation des élus locaux et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant l'action de formation des élus financés par la commune est annexé au compte administratif et il donne lieu à un débat même sur la formation des membres du conseil municipal. Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune à condition que l'organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministère de l'Intérieur. Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20% du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget formation de l'exercice suivant. Il s'accumule ainsi avec le montant du budget formation obligatoirement protégé. Les frais de formation comprennent frais de déplacement, frais de transport, frais de séjour, les frais d'hébergement et de restauration, les frais d'enseignement, la compensation de la perte éventuelle de salaire de traitement ou de revenus justifiés par l'élu, et plafonner un équivalent de 18 jours par élu et pour la durée du mandat. Elle est de même nature que l'indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et CRDS. Il a été voté un montant de 2 500 € sur le budget 2020. On vient donc d'approuver le règlement intérieur pour la formation des élus. Avez-vous des questions? Madame Bourguet? Oui, donc comme l'a dit M. Le Breton, c'est obligatoire, c'est une compétence obligatoire, et il est tout à fait normal que les adjoints, ceux qui ont une délégation puissent être formés pour pouvoir exercer leur délégation dans les meilleures conditions. Cependant, ces frais de formation incluent notamment les frais de déplacement, les frais d'hébergement et de restauration, et ceci est normal. Ces frais sont remboursés sur présentation justificative, mais cependant, toujours dans l'objectif du respect de l'argent public, et vous savez que dans ce domaine, les décrets pleuvent, ça change tout le temps, ça change souvent. Donc je souhaite savoir si ces frais sont plafonnés, c'est-à-dire, et plus précisément, est-ce que la personne qui suit cette formation va pouvoir choisir son hôtel et son restaurant sans aucune limite de prix, ça imposé? Alors, on a pensé, vous savez très bien qu'on a toujours une limite plafond de prix. C'est clair. C'est dommage que ça ne ressort pas, ça aussi, oui. Voilà, on a toujours une limite, que ce soit par rapport au repas et que ce soit par rapport au déplacement et par rapport aux hébergements. Par contre, nous avons droit à, il y a une coucou dans la salle, et nous avons droit à quand même des formations gratuites. Donc, effectivement, sauf formation exceptionnelle, temps exceptionnel et à titre exceptionnel, je pense qu'on peut aller à d'autres formations. Mais les 3/4 des formations que nous ferons, ce seront des formations gratuites où les gens viendront sur place. Nous avons droit à des formations et je pense que 2 500 € sur un budget, c'est pas sûr qu'on puisse même les buter et y aller. Je vous assure qu'on sera très regardant là-dessus. Je peux me permettre, en fait, je comprends que mon professionnel se dit, mais nous soumettons un rapport en nous disant voilà, il y a les frais d'hébergement, les frais de restauration qui seront remboursés, etc., les frais de transport, ce qui est normal, bien sûr, on est d'accord. Oui. Mais il n'y a rien sur les plafonds, vous dites que ça existe. Je sais que ça a existé tout un temps, parce que ça a baissé, donc peut-être que ça a été supprimé, j'en sais rien, les décrets pleuvent dans ce domaine. Donc j'aurais aimé que cette précision soit indiquée sur cette délibération, sinon dans l'état, je ne pourrais pas la voter, même si je sais que la formation est obligatoire, donc je m'abstiendrai. Si
vous voulez. Sur le fond, je suis d'accord, sur la forme, je suis d'accord, mais sur le fond. Il est à noter quand même que 2500 € pour la formation, je dirais, des élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, il ne faut pas considérer que ce soit quelque chose qui grève énormément le budget, compte tenu de l'enjeu qui existe par ailleurs de maintenir les compétences et la formation de l'ensemble de communautés. Ça n'enlève rien, je dirais, à la critique que vous faites sur le flou concernant les limites, mais la limite du budget en lui-même est déjà bien parlante et je pense qu'il n'y a pas de gros enjeux en termes de frais pour nos concitoyens. Vous savez, monsieur Le Breton, moi je suis choquée par ce que vous venez de dire. 2500 €, c'est 2500 €. Ça représente 2500 € pour un livre comme ça. 1 euro d'argent public, c'est 1 euro qui doit être justifié. Et on doit être rigoureux avec l'argent public. 1 euro, c'est 1 euro. Donc j'estime qu'il devrait y avoir ces plafonds et que ça serait bien 1500 €, peut-être 200 €. Pas de question. 1 euro doit être justifié. Et voilà, donc désolé, je m'abstiendrai. Monsieur Allais. Oui, une petite remarque par rapport à deux alinéas de la délibération qui sont un peu superfétatoires dans les précisions. Donc, notamment, on dit que le conseil municipal décide de prendre en charge les frais de formation, etc., et d'annexer chaque année au conseil administratif. Pour le coup, effectivement, ce n'est pas le conseil municipal qui le décide, puisque c'est imposé par la loi. Donc, c'est un peu dans la délibération, mais surtout dans la précision justement de la prise en charge des frais de formation par rapport au règlement intérieur qui est annexé, dans lequel on précise bien que, indépendamment de ces frais et des frais de déplacement et d'hébergement, il y a aussi le remboursement des pertes éventuelles de salaire pour les élus qui assisteraient à des formations sur la fin de travail, donc qui seraient touchés par une perte de salaire. Et ça, du coup, ça ne figure pas dans la délibération, alors que c'est bien dans le règlement. Donc voilà, c'était simplement pour souligner un petit peu cette petite contradiction, mais qui en état ne nous empêchera pas nous de voter la délibération, parce que effectivement 2500 €, c'est à peine plus de 2%, donc c'est à peine plus du minimum légal qu'il faut inscrire. Exactement. Bon, alors, qui est contre? Qui s'abstient? Madame Portier. Je vous remercie. Alors, on passe au 6e point concernant les travaux. Et je laisse la parole à M. Patrick François. Alors, commençons le droit de passage pour le déploiement de la fibre optique avec le séminaire par l'échelon numérique, ADN. Je passe la première partie, peut-être, là, qui rappelle simplement les fonctions de l'ADN. Les étapes clés de cette opération sont étape 1, la vérification des adresses de chaque logement, le repérage des réseaux ALN et souterrains existants, et formes électriques, et tracer définitif du futur réseau fibre. L'étape 2 concerne l'installation des poteaux techniques et des armoires de rue, le déploiement de la fibre en aérien sur des poteaux existants, dans le souterrain, dans les fourreaux existants ou dans de nouvelles tranchées. L'étape 3, la commercialisation du réseau auprès des opérateurs et l'activation de leurs offres. L'étape 4 consiste à la souscription d'une offre auprès d'un des opérateurs présents, l'installation de la fibre optique dans les logements, dans une prise terminale optique. Donc là, il s'agit des études ont permis de définir que le futur réseau fibre passera sur des propriétés communales en empruntant les infrastructures téléphoniques et électriques existantes. ADN a donc besoin de l'autorisation de la commune pour accéder aux parcelles suivantes afin d'installer la fibre sur les parcelles AR90 et 91 de 6 quartier Lagrange et AW 457 6 quartier Louis. À cet effet, je vais décider une convention de droit de passage pour le développement de la fibre optique avec les secteurs ADN. Avez-vous des questions? Oui. Oui, pas sur la délibération elle-même, mais sur l'avancement du coup du déploiement de la fibre, pour savoir si vous avez des informations un peu précises sur l'avancée de ce déploiement, si les délais qui avaient été annoncés sont connus, et aussi parce qu'on nous a rapporté que dans une situation
personnes avaient été contactées déjà, mais pas les voisins derrière. Donc, savoir quelles sont ces natures de contact, s'assurer que personne n'est oublié effectivement dans les prises de contact cette année. Donc, pour le moment, je n'ai pas participé à aucune réunion. Parce que, je n'ai participé à aucune réunion de l'ADN. Donc, il y en a une prochainement, et là, à partir de là, je pourrais peut-être vous informer. Donc, qui est pour? Ah bon, voilà, excusez-moi, mais qui est contre? Qui s'abstient? Donc, il y a l'unanimité. Alors, vie associative, subvention à l'association Foot en salle et rapporteur Madame Marie-Christine Combier. Suite à la réunion du conseil municipal du 29 juillet 2020, il a été présenté la délibération relative à l'attribution des subventions municipales aux associations pour l'année 2020. Or, suite à une erreur matérielle, il a été omis l'attribution d'une subvention à l'association Foot en salle d'Ivarois. Ainsi, il convient d'attribuer une subvention de montant de 200 €. Avez-vous des questions? N'importe qui. Excusez-moi, il y a un point, je me dis trop aujourd'hui. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok. Oui. Alors, cette association de foot en salle, elle existe depuis un moment. Mais il y a eu pas mal d'antécédents. Enfin, moi, j'ai eu pas mal d'échos, de positifs. Hein. Donc, là n'est pas la question, mais j'aurais aimé quand même que dans le corps de cette note de synthèse, ce soit un peu plus précis. Et puis, de plus, je me suis déplacée hier en mairie pour consulter le dossier de cette association. Il n'était pas présent dans les dossiers, donc je n'ai accès à rien. Je ne sais pas à quoi servent les 200 €. Et voilà, donc du coup, je m'abstiendrai. Alors, Madame Porquet, je peux vous dire que ce fameux dossier qui avait disparu, qui a été redéposé, je l'ai bien vu, ça a bien été étudié et cette association, voilà, le dossier est à votre disposition, c'est Madame Commier qui l'a. Cette association mérite sa subvention comme les autres associations. Oui, mais j'aurais vu que le dossier soit consultable. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas. Je n'en sais rien. Si je suis venue hier, j'ai consulté les dossiers. D'accord. Et d'ailleurs, je ne sais pas que ce soit enregistré. D'ailleurs, les dossiers sont super bien remplis. Le dossier association, sont déjà attribués, c'est tout nickel, etc. Et je dois dire que c'est assez plaisant d'aller consulter un dossier. Je vais juste le préciser. C'est Madame Combier et Madame Aubry. Eh bien, écoutez, c'est toujours bien de le dire, on peut le dire. Merci pour elle. Donc, qui est contre cette subvention? Qui s'abstient? Donc, Monsieur Audigier et Madame Porquet, je vous remercie. Alors, nous passons au dossier ressources humaines, constitution de provision. Constitution de provision pour financer le compte épargne-temps. Les provisions sont utilisées pour constater un risque ou une charge probable. Les provisions pour risques et charges sont destinées à couvrir un risque ou une charge qui va générer une sortie de ressources vis-à-vis d'un tiers, sans contrepartie au moins équivalente. La réalisation du risque ou de la charge est rendue probable par un événement survenu ou en cours. Il importe que ce risque ou cette charge soit nettement précise quant à son objet. Une provision pour risque et charge répond à 3 conditions de forme cumulative. Le risque ou la charge doit être nettement précise quant à son objet. La réalisation du risque ou de la charge est encore incertaine, mais des événements survenus ou en cours la rendent probable. Les chances de la sortie de ressources ou le montant ne sont pas connus précisément, mais ils sont néanmoins évaluables avec une approximation suffisante. Les assemblées délibérantes des collectivités locales et des établissements publics locaux doivent prendre par délibération toutes les décisions relatives aux provisions. Nature des provisions à constituer. Montant des provisions, dotation initiale, également dotation complémentaire, reprise
partielle ou totale. Étalement éventuel de la constitution des provisions, le cas échéant, car uniquement prévu en L14. Neutralisation budgétaire éventuelle, choix du régime budgétaire. Par délibération numéro 104 du 9 août 2010, le conseil municipal a mis en œuvre le compte d'épargne dans CET sur la commune au profit des agents. Le CET fait partie de la liste des charges à provisionner. La provision est destinée à couvrir les charges afférentes aux jours épargnés sur CET par l'ensemble des personnels. Constitué dès l'alimentation des CET, montant coût lié aux droits ouverts dans les CET en fonction du coût du jour travaillé des agents. Au 31/12/2019, 433 jours ont ainsi été épargnés par les agents, correspondant à un coût d'environ 74 000 €. Afin de ne pas trop gréver le budget 2020, il est proposé au conseil municipal de provisionner le coût relatif à l'année 2019 en tenant compte du rattrapage des années antérieures qu'il conviendra de poursuivre sur les exercices budgétaires suivants. Le total provisionné s'élèvera alors à 42 800 €. Avez-vous des questions? C'est pas une question et je ne referai pas le débat qu'on avait mis en champ la dernière fois à ce sujet. Simplement pour vous remercier Madame la maire d'avoir la dernière fois justement retiré la délibération suite aux observations que nous avons représentées sous cette forme cette fois-ci, comme vous l'avez fait tout à l'heure aussi avec cette pour le groupement du CCS, et également pour la délibération pour la subvention pour le cancer du rapport pour laquelle vous êtes intervenu. Je voulais vous en remercier simplement. Merci Monsieur Allais. Donc, qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 9. Recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Les besoins des services peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou d'agents contractuels indisponibles. Or, si la commune utilise depuis de nombreuses années cette possibilité autorisée par la loi, il s'avère qu'une délibération de principe de la collectivité est nécessaire, mais n'a jusqu'à présent jamais été soumise à l'adoption du conseil municipal. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter une délibération de principe autorisant le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Avez-vous des questions? Madame Pompier? Oui, alors moi ce qui me dérange dans cette délibération, et c'est dommage que vous ne dites pas Madame le maire, c'est donc pour la durée du mandat, nous autorise, je vais vous dire d'ailleurs, autorise Madame le maire pour la durée de son mandat à recruter en tant que de besoin des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans les conditions fixées par l'article. Charge Madame le maire de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions exercées et de leur profil. Ben ça me gêne. Qu'est-ce qui vous gêne? Ça me gêne parce que voilà, déjà cette délibération dure pour la durée du mandat. Donc pendant la durée du mandat, vous allez décider de recruter parce que vous avez décidé sur les besoins d'activité, on sait très bien comment ça se passe. Vous décidez de recruter, vous allez décider, donc, comme il est indiqué, de la détermination des niveaux de recrutement. Donc voilà, moi ça me dérange. Ce genre de délibération me dérange, donc je m'abstiendrai. Alors Madame Pompier, c'est pas moi qui de coup décide de recruter pour me faire plaisir. Mais voilà, non. Ce qui veut dire, à un moment donné, vous devez remplacer un personnel où il y a un accroissement d'activité, et effectivement, il y a des services qui en ont besoin. On ne va pas attendre le prochain conseil municipal pour demander une autorisation et mettre des services en souffrance parce que justement, on n'a pas passé cette délibération. On ne va pas recruter pour se faire plaisir à tout va. On a marqué uniquement parce que s'il y a un surcroît d'activité, quel que soit le service, quel que soit le motif, on puisse. Alors effectivement, là on est en train de jouer sur la sémantique, mais si on a besoin de quelqu'un au service technique, ça ne sera pas le même poste si on a besoin au service RH ou au
compta. Donc c'est exactement par définition de poste. Mais c'est bien spécifié des emplois non permanents pour un accroissement Ce d'activité. n'est pas la question du genre Voilà. permanent. C'est cette façon de procéder qui est autorisée, hein, je ne reviens pas là-dessus. Mais voilà, pendant toute la durée du mandat, recruter quand vous voulez, comme vous voulez, etc., sans l'accord du conseil municipal. Enfin, encore une fois, moi, je suis très rigoureuse sur ça, d'argent public, les frais liés à tout ça, qui ne font qu'augmenter tout le temps. Et j'estime qu'on devrait avoir un grand regard là-dessus à chaque fois. Donc voilà, ça me dérange. Oui, mais moi je parle aussi de personnel. Donc il y a des services qui en ont besoin et voilà. C'est pas la question. Voilà. Et si c'est la question, c'est quand même la question, parce que quand il y a un surcroît d'activité, pour justement faciliter la tâche du personnel, on demande l'autorisation à pouvoir embaucher sur des courtes périodes. Bon, donc vous vous assiedrez. Donc on va passer. Oui. Oui, je voulais intervenir également, tout d'abord pour dire que je suis tout à fait d'accord avec Céline Portier sur effectivement la rédaction CGCT et surtout souligner, pour moi, il y a une contradiction entre la présentation de la note de synthèse et la délibération qui est proposée, puisque dans l'introduction, il est indiqué les besoins des services peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux d'agents contractuels indisponibles. Oui. Or, la délibération ne porte pas du tout sur le remplacement d'agents indisponibles, que ce soit la raison de leur absence, le congé, arrêt maladie, accident de travail, etc. La délibération porte sur des accroissements temporaires d'activité. Donc pour moi, il y a une contradiction, puisque effectivement, je dirais ça c'est assez classique, la délibération de principe autorisant le remplacement d'agents disponibles. Alors ça a d'ailleurs été élargi parce qu'apparemment on pouvait remplacer que les titulaires, maintenant on peut le faire aussi pour les non-titulaires. On peut même remplacer des agents pendant les congés, ce qui n'était pas possible avant. Donc ce qui doit permettre de suppléer dans l'urgence à toute absence inopinée au niveau d'un agent. Donc si effectivement on avait eu cette délibération-là, tenant compte des dernières évolutions législatives, moi, à titre personnel, j'aurais été tout à fait très favorable à la mettre en place, puisque ça permet effectivement de réagir. Pour ce qui est des accroissements temporaires d'activité, avoir une délibération qui ne dit pas combien il peut y avoir d'emplois, à quelle quotité horaire, sur quel grade, à quelle rémunération, ça peut être effectivement parce qu'il y a un besoin, constater un besoin, mais ça pourrait aussi être 2, ça pourrait être 10, ça pourrait être 20, ça pourrait être 200. Il n'y a aucune limite. Voilà, donc moi je pense que vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il y ait visiblement un conseil municipal qui serait programmé prochainement. Il serait peut-être judicieux aussi effectivement de revoir et de représenter plutôt une délibération sur le remplacement des besoins et de conserver des accroissements d'activité, que quand il y a effectivement une particularité, comme ça a été fait jusqu'à présent, où il y a pu y avoir des délibérations, on disait quel agent, quelle quotité horaire, pour combien de mois et sur quel grade l'agent était recruté. Ça permet effectivement non seulement une bonne information du conseil municipal, mais je dirais de plus une délibération qui serait trop couverte et pas suffisamment cadrée. Je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait dans les D'accord. Bon, alors écoutez, là cette fois-ci on ne sera pas du même avis. Donc je procède au vote. Donc qui est contre? Alors monsieur Lavis, monsieur Alain, madame Stell, madame Pézota, monsieur Murcel, madame Portier. Qui est pour? Pardon? Madame Bouvier. Ah, madame Bouvier, oui, par procuration. Donc qui est pour? Donc à la majorité. Donc nous passons au 10e point, toujours dans le RH. Suite à la mutation d'un agent du service urbanisme patrimoine et afin de renforcer ce service, il convient de créer un poste d'agent administratif à compter du 1er octobre 2020 dans le cadre du dispositif Parcours emploi compétences, sachant que l'aide de l'État s'élève à 35% de la rémunération correspondant au SMIC et que l'exonération des charges patronales de sécurité sociale dans le cadre de la mise en œuvre d'un contrat unique d'insertion. Ce contrat d'accompagnement dans l'emploi établi à cet effet sera d'une durée initiale de 9 mois
renouvelable expressément dans la limite de 24 mois après le renouvellement de la convention. Et s'il est proposé au conseil municipal de créer le dit poste. Avez-vous des questions? Monsieur Lavis. Oui, s'agissant de l'emploi, effectivement, il faut qu'on ait le souci partagé, je pense, de savoir modérer les dépenses. Là, il s'agit de pourvoir, semble-t-il, au remplacement de Mme Jolivet, Tout à fait. qui désormais, donc, depuis le début de l'année 2020, est en poste au service urbanisme de la Draga. Je vous rappelle que c'est la Draga maintenant qui a compétence en matière d'urbanisme. Nous en gardons des morceaux s'agissant de la prescription. Et par contre, ce qu'il aurait été utile de savoir, Mme Mattei, c'est avoir l'assurance que le poste vacant, laissé vacant par Mme Jolivet, ne sera pas pourvu de manière concomitante avec ce remplacement. Alors, sinon, ça serait une charge supplémentaire pour la collectivité et on ne peut pas accepter de charges supplémentaires en matière de fonctionnement. Alors, Monsieur Lavis, le service urbanisme est un des services les plus importants de la commune. Vous savez que lorsque vous traitez des dossiers, vous avez des dates limites de remise de documents, etc. À l'heure d'aujourd'hui, il restait seulement une personne au service urbanisme qui avait aussi en charge l'environnement et qui avait aussi en charge le patrimoine. Le patrimoine est devenu le parent pauvre, alors que nous avons vraiment un patrimoine énorme sur Viviers et nous avons d'énormes projets à faire sur le patrimoine. À l'heure d'aujourd'hui, la personne qui est en charge, il y a 3 ans de retard dans les dossiers de validation concernant la DAC. Donc là, elle ne pouvait pas rattraper le retard du parfait achèvement des travaux, où on était hors les clous, depuis 3 ans de retard, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et plus les projets en cours, plus les dossiers à traiter, plus le téléphone, plus, parce qu'on est toujours quand même, malgré que la compétence soit partie à la Draga, on fait toujours la préétude des dossiers d'urbanisme qui ensuite partent à la Draga. Une seule personne, à l'heure d'aujourd'hui, c'est impossible à tenir par rapport aux dossiers qui sont traités. Par ailleurs, cette personne ne peut pas se contenter de faire uniquement de l'administratif, parce qu'elle a des compétences autres. Et au lieu, lorsque nous avons des projets, de faire appel à des bureaux d'études et de payer des sommes pharaoniques, et puis et on ne sait même pas, parce que alors ici on a des caisses de diagnostic et des caisses de projets à partir, cette personne-là a la capacité de remplacer le bureau d'études et de nous faire les études. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il lui faut vraiment une aide pour pouvoir déjà mettre à jour tout ce retard qui date de 3 ans en arrière, et ensuite de pouvoir partir, de se remettre à flot et de pouvoir repartir et de faire vivre un service réellement à la hauteur des attentes que nous avons. Je peux même laisser la parole à Pierre Saffort, qui peut peut-être nous en parler aussi un peu plus, puisque c'est lui l'évoqueur du service. Oui, effectivement, on a un service essentiel pour la commune qui, je dois dire, moi j'étais assez consterné quand je suis arrivé et que j'ai pris conscience de l'état des choses, parce qu'on se rend compte qu'en fait, une seule personne assure tout le travail, alors que dans le passé, on peut avoir jusqu'à 3 employés au service urbanisme. Or, malgré le transfert de compétences qui concerne surtout le travail qui est fait par l'État, et non pas le travail qui est fait sur la commune, à la Draga, malgré ça, en fait, le volume du travail reste le même. Je dois dire à ce propos que l'agent, donc lié au patrimoine, qui passe à l'urbanisme avec une formation minimale et un transfert, je dirais, de dossier qui a duré exactement 2 heures, cet agent a donc réussi à faire survivre le service pendant 5 mois, parce que ça fait 5 mois que ça dure, donc il est plus de temps en fait d'embaucher quelqu'un. Alors, c'est un profil de poste en plus, bon, sur l'urbanisme environnemental, qui n'est pas évident à trouver. On a la chance d'avoir quelqu'un qui remplit parfaitement la fonction. Donc,
de l'urbanisme, pour moi, les décisions qui peuvent être prises comme ça de réduction de personnel sont proprement irresponsables. Il faut savoir en plus que l'urbanisme peut prendre le secteur des années et qu'actuellement, à la Draga, si vous allez voir en commission cet après-midi, 80% des arrêtés de péril sur toute la communauté commune se trouvent à Viviers. Donc on a aussi ça à gérer. On a en fait un travail qui est tout à fait énorme sur le secteur urbanisme patrimoine. Et je trouve que là, on voit vraiment les limites d'une gestion purement budgétaire qui ne tient pas compte des besoins des services. Réduire le personnel, ça n'est pas la mission de la mairie. La mission de la mairie, c'est de rendre un service correct aux vivants. Oui, Madame la maire, on a la chance que les conseils municipaux soient enregistrés et filmés. Sur les dates que je vais diffuser, ce n'est pas encore le cas du dernier, mais ça viendra certainement puisque ça nous est annoncé. Quand vous revisionnerez l'intervention de Christian Ladis tout à l'heure, vous écouterez bien. Quand avez-vous entendu une contestation de la création de cet emploi en parcours emploi compétences? Quand? La question posée est essentielle. C'est de dire, est-ce que le poste à côté qui est vacant sera pourvu en plus? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une utilisation d'une opportunité financière de l'agent qui est éligible au parcours emploi compétences? Et pourquoi pas? Tant mieux, bravo. Ou est-ce qu'on est sur un poste supplémentaire? C'est cette réponse-là qu'on attend. Qu'adviendra-t-il du poste vacant d'adjoint administratif? Je ne sais plus le grade exact, je crois que c'est principal de première classe qu'occupe Madame Jolivet. Est-ce que ce poste sera supprimé? Est-ce que ce poste sera pourvu par ailleurs pour l'urbanisme ou ailleurs? J'attends que le poste existe au tableau des effectifs. Une fois que le poste est créé, le recrutement est du seul ressort du maire. Le conseil municipal n'intervient plus. Donc il est normal que l'on s'interroge. Par ailleurs, vous dites retard de 3 ans. D'accord, peut-être. Mais dans ce cas-là, vous remplacez un emploi à temps plein par un emploi à 26 heures. Il va manquer d'heures pour rattraper le retard. Donc, avec un emploi à temps plein, il y avait du retard. Avec un emploi à 26 heures, vous allez rattraper le retard et en plus continuer à faire le travail. Alors, tant mieux, c'est aussi de très bonne gestion si vous procédez comme ça. Question pour M. Le Breton, qui, lors de la présentation du budget, nous a fait part de la ligne consacrée à la réalisation d'une mission d'analyse, je ne sais pas comment ça s'appelle, confiée à un cabinet extérieur par rapport à l'organisation des ressources humaines et des besoins. Est-ce que cette étude est terminée? Est-ce que vous avez des conclusions? Si oui, ce sera intéressant dans la communication. Sinon, ce recrutement plus celui qui suit dans la délibération d'après, on peut un petit peu s'étonner qu'on lance une étude sur les ressources humaines, mais on n'attend pas ses conclusions pour lancer tous les recrutements. Donc voilà, c'est là le fond de la question. C'est pas de remettre en cause le travail jusqu'à quand Mme Jolivet est partie. Elle a été remplacée en partie, partiellement par d'autres agents, le temps de voir, le temps de se poser et le temps de relancer. En plus, après, donc, il y avait la période électorale, puis le Covid. Donc on peut comprendre que ce n'était pas la meilleure période pour lancer des recrutements, qu'il était mieux de laisser à l'équipe installée le soin de prendre ces décisions. Mais encore une fois, je le redis, ce n'est pas cette délibération que l'on conteste, mais on veut bien savoir que deviendra le poste d'emploi permanent titulaire d'adjoint administratif de première classe. Est-ce qu'on a la garantie qu'il ne sera pas pourvu par ailleurs? Alors, pour répondre à toutes vos interrogations, d'une, l'audit n'est pas terminé, il ne fait que commencer. De deux, on ne peut pas continuer et se permettre justement de prendre du retard parce que le temps qu'on puisse avoir un rapport, le temps qu'on puisse, et vous savez très pertinemment, comme c'est compliqué de procéder à un recrutement, notamment dans le département d'Ardèche, on est obligé, là, heureusement, on a eu cette opportunité de prendre une aide pour le service urbain parce qu'on ne pouvait pas se permettre de compliquer les choses et de continuer encore 3 ou 4 mois. Donc ce contrat qui effectivement est un mi-temps est exclusivement sur le rattrapage du retard. Donc ça c'est le premier point. Le poste de Madame Jolivet pour l'instant il est vacant.
On attendra justement l'audit pour savoir ce qu'on va faire du poste de Madame Jolivet et on attendra les résultats. Et donc c'est pour ça que, alors effectivement, il y a eu une mauvaise compréhension, mais cela fait partie, l'urbanisme fait partie des services qui sont en souffrance par rapport au manque de compétences et par rapport justement au personnel et au nombre de personnes qui occupent ce poste. Donc on va passer au vote. Oui. Moi, je voulais juste rajouter, je suis tout à fait en accord avec M. Alain, que je trouve toujours très précis dans ses interventions. Et donc, je suis tout à fait en accord et en phase avec ce que j'ai dit. Donc, pour cette raison, je m'abstiendrai sur cette délibération. De plus, je trouve quand même que les délibérations s'enchaînent et je trouve qu'il y a quand même pas mal d'imprécisions. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on ne peut pas voter des délibérations quand il y a des imprécisions comme ça. Et une autre question que je me pose également, c'est que je vois que le super serpent est au courant et en plein dedans concernant les services, etc. Et il peut peut-être me répondre. C'est une question à laquelle je suis confrontée assez souvent avec les Varois. Combien il y a d'emplois à la vie? Combien il y a d'employés communaux? Alors, monsieur. Parce qu'on parle d'économie, de machin, etc. Mais on n'a pas de chiffre. Il faut savoir combien on a. Oui. Selon les statuts, on a 55 actuellement, c'est 55. En mairie. Oui, en mairie, les services. Tout compris, 55. Oui. Monsieur Laliste. Madame Annie, voulez-vous nous accorder une suspension de séance de 5 minutes, s'il vous plaît, avant de procéder au vote? Écoutez, on n'a pas besoin de suspension de séance, hein. Si vous êtes OK, si vous n'êtes pas OK, on ne va pas faire perdurer, il est déjà assez tard, vous avez eu le temps d'étudier, si vous êtes d'accord ou pas, donc nous allons poursuivre. Donc, qui est Dans ce cas-là, je vous remercie pour refuser 5 minutes vu qu'il y a des imprécisions comme ça, je trouve quand même que c'est un peu. Il n'y a pas d'imprécision, Madame Portier, il n'y a pas d'imprécision. On vous dit exactement le poste pour lequel on va recruter parce qu'il y a un service qui est en souffrance et en plus on vous décrit exactement le nombre de temps, pendant ce temps pendant lequel on va le prendre. On vous décrit le poste. Monsieur Safor apporte votre précision. Je ne vois pas quelles sont les plus grosses précisions à vous apporter. Voilà. Voilà. Alors, donc, on va procéder au vote. Qui est contre? Voilà. Donc, Didier Aucœur et Madame Portier. Donc, qui est pour? À la majorité. Et on va finir avec le dernier point. Suite au changement de service d'un agent, le fonctionnement des services nécessite la création de postes de rédacteur à temps complet afin d'assurer les missions d'assistance de direction. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée la création de ce poste. Avez-vous des questions? Monsieur Allais. Oui, donc là aussi, même question, donc de création d'un poste supplémentaire, parce qu'un agent a changé, donc le service. Est-ce qu'il a changé sur un emploi vacant? Est-ce qu'il y aura un autre poste qui sera supprimé en complément? Parce qu'on fait que la création d'un emploi supplémentaire. Alors, à l'heure actuelle, il a changé parce qu'on a fait une création de poste. Et donc, c'est pour ça que son poste devient vacant. On va donc, même motif, même résultat, en création de poste avant. Je dirais autant sur l'urbanisme, on pouvait entendre les préoccupations. On était sur un contrat de 24 mois. Autant là, on est sur un emploi titulaire qui engage la collectivité pour des années. Vous comprendrez qu'on ne va pas. D'accord. Donc, qui est contre? Je voterai contre également. D'accord, on a compris. Donc, qui est contre? Donc, Didier Aucœur et Madame Portier. Qui est pour? Allez, l'unanimité. Donc, le conseil, l'ordre du jour est terminé et nous allons procéder aux questions orales. Et on va laisser la parole à la liste Didier Aucœur qui a ces questions à poser. Alors, une première question. Situation des écoles suite à la rentrée scolaire.
Donc, suite à la rentrée scolaire, n'ayant eu jusqu'à présent connaissance que de quelques informations par la presse, nous souhaitons avoir un premier bilan de cette rentrée concernant les effectifs dans les écoles et notamment sur la gestion de l'absence de classe à l'école de la Marne. Alors, je vais laisser la parole à Véronique Armande, adjointe à l'enfance à l'éducation. Bonsoir. Alors, pour répondre à votre question, et selon les chiffres les plus récents mis à jour avec encore des arrivées de nouvelles familles dans les nouveaux logements, puisqu'il y a encore eu des inscriptions hier sur l'école de la Marne. Donc, nous comptabilisons 59 enfants sur l'école maternelle de la Marne, 82 sur l'école élémentaire de la Ville et 213 enfants sur l'école privée Saint-Régis et Notre-Dame-de-Rome, maternelle et primaire confondues. Donc, au total, 354 enfants sont actuellement sur les bancs des écoles de Villiers. Concernant la situation de l'école maternelle de la Marne, début juillet, nous avions sollicité un rendez-vous en urgence auprès de M. Patrice Beau, inspecteur d'académie à Bouvard. Celui-ci ne nous a reçus que le 24 août dernier, donc autant vous dire que c'était très tardivement par rapport à la rentrée des classes. Malgré la force de nos arguments pour défendre l'ouverture d'une troisième classe sur l'école maternelle, la demande a été fermement rejetée par M. l'inspecteur. Notre demande était vaine, puisque selon lui, tout était clairement décidé en juin lors du dernier conseil d'école auquel vous avez assisté, et finalement finit par dire que la mairie mettrait les moyens nécessaires s'il le fallait pour l'accueil d'un groupe de grande section sur l'école de l'Arménie. Donc, ce qui a valu à ses yeux acceptation de la situation. Voilà ce qui nous a été répondu. Donc, actuellement, l'école est sur deux classes assez plutôt chargées. Voilà. Ok, deuxième question. Deuxième question, maison de santé pluridisciplinaire. Lors de la dernière séance, notre collègue Mireille Bouvier, qui a pu être présente pour cette séance, vous avez interrogé sur le projet de maison de santé pluridisciplinaire. Vous étiez resté assez vague dans votre réponse. Depuis, nous entendons un projet de localisation près du gymnase. Qu'avait-il? Cela mériterait-il pas un débat en conseil municipal? Le choix de l'emplacement près du futur EHPAD lui fait l'objet d'une délibération de l'ancien conseil municipal. Si tel est le cas, est-ce que la mission confiée au groupe CERD se poursuit et cette mission a-t-elle été réorientée? Alors là, ça fait 4 questions dans une. Je vais laisser la parole à Madame Arrufa. Oui. Donc, concernant la maison de santé pluridisciplinaire, je pense que nous avons toujours été très clairs dans tout ce que nous avons dit. C'est-à-dire que pour nous, la maison de santé pluriprofessionnelle est à la fois une priorité et une urgence. Son implantation, qui a été prévue antérieurement sur Bélier, ne nous est jamais apparue comme étant une bonne solution, on l'a toujours dit. Et elle est car elle est trop excentrée et impossible, on ne peut pas maîtriser les délais sur cette parcelle. Je vous expliquerai plus tard si vous en avez besoin. Malgré donc l'emplacement qui a été constaté à réaliser le parking Billon, nous recherchons effectivement activement la solution à la fois sur le plan technique et réglementaire pour implanter sur ce périmètre la future maison de santé pluriprofessionnelle qui pourrait ainsi être sur le centre-ville sans pour autant arrêter les travaux du parking qui sont déjà bien trop avancés. Alors, tout l'enjeu est de pouvoir réaliser cet équipement avant le départ à la retraite, vous le savez, de 3 médecins sur les 4 qui sont présents sur Villiers, et de pouvoir convaincre des jeunes professionnels de venir s'installer grâce à des atouts. Les atouts, c'est la qualité des locaux qu'on pourra leur offrir, le coût raisonnable de la location, mais surtout un projet de santé et de travail stimulant, et également, avant tout même, une organisation des soins qui soit satisfaisante pour la population. Alors, ce choix paraît aujourd'hui encore plus pertinent qu'il ne l'était pour nous pendant notre campagne, puisqu'on se rend compte que la coexistence de deux bâtiments EHPAD et maisons de santé sur le même terrain pourrait entraîner une difficulté
car cela génère effectivement la nécessité de construire l'EHPAD sur 3 niveaux. Et donc, comme le règlement d'urbanisme prévoit pour ce terrain une hauteur de construction au fêtage limitée, cela risquerait effectivement, en tassant un petit peu l'établissement EHPAD, d'être en contradiction avec les règles d'urbanisme. Donc, la hauteur de ce bâtiment, il y a une autre solution possible si effectivement on utilise un peu plus du terrain, voire même la totalité du terrain. En outre, vous le savez, la hauteur du bâtiment, c'est souvent finalement l'argument qui est utilisé par les riverains pour s'opposer à une construction. Et donc, cette hauteur de bâtiment, si elle était trop importante, risquerait encore de fragiliser la réalisation de ce projet de reconstruction de l'hôpital qui a déjà beaucoup trop attendu. Et donc, on ne va pas courir ce risque ni du côté des cadres, ni du côté de la maison de santé. Troisième question. Alors, c'est sur le test de fumée qui a eu lieu. La semaine dernière, les parents ont eu des frayeurs en découvrant de la fumée en rentrant dans leur habitation. Immédiatement contactés, les pompiers ont eu une réaction de prudence auprès de la personne qui a précisé son adresse donc, sur les lieux et qui l'ont ensuite rappelé pour préciser qu'il y avait eu des tests de fumée dans les canalisations d'assainissement. Si ces fumées sont annoncées comme non toxiques, ne tachant pas les tissus et ne posant aucun risque d'incendie, il est normalement prévu que les riverains concernés et les services de secours soient alertés en amont de la réalisation de ces tests. Or, cela n'a pas été le cas. Aussi, en retour de cette mauvaise expérience, nous souhaitons savoir à qui oublier de communiquer sur ce sujet. Je laisse la parole à Patrick François. Du coup, on n'avait pas communiqué au niveau de la population parce que il fallait identifier les personnes qui seraient susceptibles de balancer leur jour privé dans l'assainissement. Donc c'est le but du jeu en fait. La mairie était au courant parce que nous on a signé un arrêté pour intervenir cette entreprise de Rivier, ça n'y a pas de souci. C'est une demande de la Draga qui veulent vraiment débusquer ces gens-là. Donc il n'y a pas de communication là. Il n'y a pas de communication. Les pompiers ont été avertis aussi, le district de privé a été averti aussi, il n'y a pas de problème. Les pompiers simplement étaient là juste pour une levée de doute. C'est tout. Je veux dire, donc, les gens voulaient apparaître des fumées, il n'y a pas de souci, on téléphone aux pompiers, ils viennent, il n'y a pas de problème. Juste pour la levée de doute. Voilà. Il y a eu des pompiers de prévenus et il y a eu également la gendarmerie. Et c'est la procédure pour faire ces tests de fumée, qui est utilisée et qui est courue. Et donc on a fait une recherche sur les années antérieures et la mairie ne faisait pas non plus ne prévenait pas non plus la population des années antérieures. Et ces tests se font maintenant. Prochaine question. La crise sanitaire a bouleversé le déroulement du chantier Jeunes International, qui de ce fait n'a pas été cette année très international. Aussi, je souhaite savoir quelle a été l'utilisation de la subvention communale de 4 000 €, qui avait pour objet jusqu'à présent de financer justement le volet international du chantier. Je souhaite savoir également quel a été le chantier signature de l'édition 2020 de ce chantier. Pour mémoire, les années précédentes, les jeunes internationaux avaient participé à la personnalisation de boîtes à livres, d'un graphe au stade, d'un graphe pour le tir à l'arc. Enfin, je souhaite exprimer mon regret de n'avoir pas reçu d'invitation pour le pot d'accueil suite à la suppression de mon adresse mail pour la commune. J'ai porté ce chantier pendant 6 ans et je pense que ça aurait été un minimum que je sois invitée. Donc je laisse la parole à François Osset. Merci pour cette question qui permet de préciser un certain nombre
de choses. Merci pour cette question qui permet de repréciser un certain nombre de choses. Alors, en répondant par ordre aux 3 questions qui sont contenues dans cette question, la première, l'utilisation de la subvention de 4 000 €. Le coût de l'accueil et du recrutement des jeunes internationaux réalisé par l'association Jeunesse et Reconstruction est de 6 500 € pour un budget total de l'opération de 15 650 €. Une aide de la DRAGA dans le cadre de l'action jeunesse de 2 000 € vient en complément pour l'accueil des jeunes de la Comcom notamment. Le département a également aidé l'opération en invitant les jeunes à découvrir la Grotte Chauvet 2. 9 650 € restent à la charge du CICP, organisateur du chantier, pour ce chantier de réhabilitation d'un bâtiment communal. 7 jeunes ont participé au chantier sous couvert de jeunesse et reconstruction, dont une chinoise étudiante à Paris, qui était déjà présente sur le territoire, et un néerlandais. Donc le caractère international a été effectivement présent sur le chantier, même si effectivement 5 Français d'autres régions ont participé à ce chantier. Donc la dimension internationale était évidemment réduite due aux problématiques liées au Covid, mais il a été maintenu. La question, c'est que ce recrutement, après la levée du confinement, a effectivement été retardé. Par ailleurs, 5 jeunes de la Comcom DRAGA ont participé aux travaux pendant 3 jours et 9 bénévoles locaux, 5 membres de l'association organisatrice CICP et 4 habitants du centre ancien, dont 3 jeunes, soit de 17 ans à 20 ans, ont participé pendant les 15 jours aux travaux. Les jeunes internationaux ou interrégionaux ont été invités dans les familles du gibier. On peut donc dire que l'objectif de rencontres interculturelles et intergénérationnelles pour la jeunesse locale dans le cadre d'une appropriation du patrimoine par la population a été très largement atteint. Deuxième question, chantier signature, entre guillemets. L'équipe municipale en charge de la jeunesse jusqu'au 28 juin n'a pas proposé d'action dans ce sens lors de la préparation de ce chantier. Le déplacement des dates du chantier de juillet à août a permis de poursuivre cette action en continuité de la dynamique créée. Alors, ce qu'on peut dire avec un petit clin d'œil, c'est que les jeunes tailleurs de pierre ont perpétué la tradition de signature de chaque pierre taillée, qui, elle, sera concrète et que dans les générations futures, on pourra retrouver sur les pierres posées cette année dans le cadre de ce chantier. Alors, pour votre invitation au pot d'accueil, sachez que ce n'est pas une intention délibérée qui a fait en sorte que vous n'ayez pas été invité, parce que vous avez donné vous-même la réponse dans votre question. C'était au moment où les adresses mairie ont été supprimées sur les conseillers municipaux de l'opposition, et votre adresse électronique personnelle n'était pas encore communiquée au moment de l'envoi des invitations. Donc je répète que ce n'était pas intentionnel et qu'on aurait eu plaisir à vous accueillir à cette rencontre d'accueil, à ce pot d'accueil de ce chantier. Alors je me permettrai en conclusion un petit rappel et une question. Le petit rappel, c'est que la municipalité sortante a soutenu très positivement ce chantier depuis quelques années, sans en attribuer l'organisation dans les documents et comme vous venez de le faire. C'est un petit peu ne pas reconnaître le travail de l'association locale qui en a pris l'initiative et la charge. Une question, est-ce que la municipalité sortante pourrait donner la réponse, en dehors évidemment de ce conseil municipal, puisqu'il s'agit simplement d'une réponse à vos questions, pour quel motif la municipalité sortante, qui il y a 2 ans s'était engagée à prendre en charge l'expertise
et les travaux indispensables à la consolidation et à l'étanchéité de ce bâtiment, qui est un bâtiment municipal, donc annexé, pour ceux qui ne le savent pas, à la Maison des Chevaliers, et qui fait l'objet d'un projet d'aménagement d'un gîte d'étape pour la revitalisation du centre ancien. Pourquoi cet engagement n'a pas été tenu dans les 2 ans depuis sa commande? Donc, ce n'est pas une accusation, je pense qu'il y a des motifs justifiés, mais qu'on attend et qui nous permettront de rattraper le coup, parce que le problème, c'est que l'architecte des bâtiments de France a imposé au maître d'ouvrage PDI, qui est cette association, de réaliser cette expertise et ces travaux avant de pouvoir remettre en place une fenêtre à croisée d'origine, de mettre en place l'arc d'entrée en ogive qui est post-romain et la réalisation de l'enduit sur les murs extérieurs pour permettre ensuite les aménagements intérieurs. Si ces travaux ne sont pas réalisés dans l'année qui vient, les subventions du département qui ont déjà été attribuées pour cette opération vont être perdues et voire devront être remboursées pour l'avance déjà avancée. Voilà, donc j'espère pouvoir avoir cette réponse-là en dehors du conseil municipal, de manière à ce qu'on puisse avancer sur ce projet et ne pas l'enterrer dès aujourd'hui. Merci. Je crois qu'il y a encore une question. Oui. Suite à une demande de jeunes, une rampe de skateboard avait été installée à côté du City-Stade. Pour quelle raison cette rampe a été déplacée et quelle est l'utilisation de devenir de cet espace? Donc la réponse, Véronique Lerman, s'il vous plaît. Alors effectivement, nous avons constaté qu'un bout de la rampe de skate a été déplacée, certainement par les utilisateurs, d'autres personnes qui ont peut-être utilisé le terrain jusqu'en le stade. Nous n'avons pas d'explication à cela puisque nous n'avons pas pu faire. Nous pouvons juste constater que cette rampe avait été posée à l'époque sur ce terrain sans qu'elle ait été fixée. Et concernant l'avenir porté à ce terrain, il est en réflexion et il sera certainement orienté vers un projet jeune dans la continuité du loft et du City-Stade. Donc, plus de questions, la séance est levée. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.